des maladies, les principaux facteurs générateurs de MTH, les solutions à mettre en œuvre, ensuite les études épidémiologiques des différentes maladies à transmission hydrique. Ensuite, on va parler du programme national de lutte contre les MTH. Et la dernière partie, c'est la bibliographie qu'on a un peu confectionné ce cours à partir de cette bibliographie. La définition, généralité des généralités. Le mot MTH, c'est quoi? C'est MTH. Il recouvre un large spectre de pathologies d'origine bactérienne, parasitaire ou virale, dont l'élément commun est le mode de contamination qui est l'eau. Maladies à déclaration obligatoire. Les différents types de maladies, ce sont des maladies à déclaration obligatoire. Ce sont des maladies, on peut définir les maladies du péri fécal à niveau épidémique, c'est-à-dire, donc c'est par les matières fécales que le malade sera contaminé par les matières fécales qui développent ces maladies, dont la symptomatologie est la plus souvent digestive, sous forme de diarrhée, vomissement, et qui resteront encore très répandus, constituent toujours une menace dans les pays pauvres, c'est-à-dire les pays sous-développés, dont la mortalité est très élevée chez les enfants en bas âge. Donc, les MTH recouvrent, on connaît une véritable évolution liée à la situation climatique du pays, surtout dans la saison chaude, qui sera aggravée par l'exploitation des réserves d'eau, les pluies et les nappes. Ça constitue un véritable problème de santé publique et représente en termes de mobilité les premières maladies notifiées à l'INSP depuis des années. Dans l'épidémie de choléra de 480 en Algérie, due à l'épidémie. Le coût et l'impact de ces maladies sont énormes. En 90 millions d'enfants morts de MTH selon l'OMS. En 90, c'est-à-dire dans le monde, le taux d'incidence global moyen de ces maladies est de 35 cas pour 100 000 habitants, c'est-à-dire c'est un taux très, très élevé. L'évolution de ces MTH, donc les MTH, si on va les suivre dans l'évolution depuis 1963, c'est-à-dire depuis, si on peut dire, depuis l'indépendance. Donc, elles constituent un problème de santé publique, surtout la typhoïde et le choléra. Au cours de la décennie 75-86, c'est-à-dire ces maladies, on a notifié une augmentation progressive de ces maladies avec plusieurs pics épidémiques dans les agglomérations surpeuplées et les banlieues avec habitats précaires. Au cours de la décennie 87, depuis 87 à nos jours, elle est marquée par, c'est-à-dire ici l'État a mis en place une politique de santé, c'est-à-dire pour lutter contre ces maladies, avec l'institution d'une politique de développement global de l'habitat, surtout en premier lieu l'habitat, et l'exploitation des ressources hydriques. La population algérienne, puisque c'est un autre facteur, la population algérienne qui a triplé depuis 1962, c'est-à-dire c'est un facteur aggravant aussi, aggravant qui va entraîner donc l'augmentation de ces maladies par l'insuffisance de l'alimentation en eau potable et la faible prise en charge de l'hygiène et de l'environnement, ce qui a constitué plusieurs foyers endémiques épidémiques, surtout de fièvre typhoïde et de choléra.
Ainsi, en 1994, plus de 4700 de cas de fièvre typhoïde ont été déclarés. Et en 1986, plus de 800 cas, c'est-à-dire ici, 800 cas, en 1986, plus de 8000 cas de choléra ont été Allô? Il n'y a plus de son. Oui. Problème de connexion, monsieur? Je sais pas. C'est sûr connexion راح. Il n'est plus معانا في la liste. Je crois. لا راه معانا تا هو الصون راه مديزاكتيفي عندها. C'est bon? Oui, docteur, c'est bon. C'est bon? Oui. Donc, durant les années 90, elle représente 38% de l'ensemble des maladies déclarées en Algérie. C'est-à-dire durant les années 90. Mais maintenant, si on va voir par la suite, la courbe et l'évolution de ces NPH, elle a tendance à diminuer. Ce qu'on va remarquer ici, l'incidence a tendance à diminuer nettement pour la fièvre typhoïde. Elle est de 0,62, c'est-à-dire actuellement, elle a tendance toujours à rabaisser. Les dysenteries à 0,40 pour 100 000 habitants. Les hépatites A, l'incidence elle est stable avec un taux d'incidence de 3,91. Et en 2017, ce que j'ai relevé aujourd'hui, les maladies à transmission hydrique, selon le relevé mensuel, les TIAC, c'est-à-dire les toxines-infections alimentaires collectives, sont les plus élevés. D'après l'ensemble des maladies déclarées. On remarque que les TIAC, ce fait partie bien sûr des maladies MTH et sont plus élevés avec un taux de 85%. C'est-à-dire ici, c'est le pourcentage des maladies à transmission hydrique et où les TIAC sont les plus élevés. Ensuite, la fièvre typhoïde, 1,1%. Les dysenteries, 2,2%, et l'hépatite A, c'est 11,5%. C'est-à-dire dans l'ensemble, c'est 100%. On va passer maintenant. Donc c'est une courbe pour l'ensemble des MPH qu'on appelle la courbe sous forme de dents de scie à allure particulière, c'est-à-dire elle a tendance jusqu'à de 89 à 98, c'est une courbe qui est en plateau. Et on remarque, c'est une courbe en plateau, mais maintenant, je n'ai pas la courbe jusqu'à 2001 ou la de 97. Elle a tendance à diminuer jusqu'à ce qu'on a remarqué à la 0%, 0,5, je pense, 0,4% pour 100 000 habitants. Donc la courbe, elle a tendance à diminuer. Mais en fait, de 1989 à 1998, elle est en plateau. Quels sont les principaux facteurs générateurs de MPH? Il y a un facteur. Ce n'est pas le gène qu'on trouve dans le virus ou bien la bactérie qu'on trouve dans l'eau qui est responsable de cette maladie. Il y a des facteurs qui sont générateurs de MPH. Premièrement, l'urbanisation rapide et désordonnée.
en milieu urbain, surtout en milieu urbain, qui a entraîné l'augmentation de la production des déchets solides et liquides. L'urbanisation. Ensuite, le contexte démographique, la population qui a augmenté, qui a tendance à augmenter, on a 30 millions en 98. Mais actuellement, donc, je pense qu'elle est jusqu'à 40. Le contexte géographique favorable, donc on a un climat qui est ni chaud ni froid, tempéré, donc qui a favorisé donc l'apparition de ces maladies. Une situation de l'habitat préoccupante, c'est-à-dire avec absence de réseau d'AEP. Le réseau d'AEP, c'est réseau d'assainissement et d'eau potable. On trouve certaines régions ou certaines daïras ou plutôt des communes, même en ville, il n'y a pas de réseau d'AEP. Ce qui est un facteur favorisant. Absence de conformité du réseau. Même ils sont installés sur ce réseau, mais ils sont absents de conformité, ils ne sont pas conformes. Bien sûr, à l'installation de ces avec l'insuffisance par des services d'hydraulique et de services d'hygiène. Le réseau, l'approvisionnement en eau potable insuffisant. Il y a des fois des coupures d'eau, même ou bien l'eau qui est insuffisante. Les procédés de détection de l'eau qui est absente. L'eau n'est pas désinfectée, n'est pas contrôlée et désinfectée. Les techniques de désinfection qui sont anciennes, tout ça, ce sont des facteurs favorisants pour l'apparition de ces MPH. Bien sûr, le traitement et surveillance de l'eau destinée qui est peu mal connu. On retrouve donc, si on va contrôler l'eau, normalement on devrait doser le chlore résiduel dans l'eau qui est égal à 0,5. C'est-à-dire l'eau devrait être traitée avec colorimétrie absente de colorimétrie qui est absente, c'est-à-dire absence de coliforme. Le système d'assainissement, des fois, est inexistant. Il est inexistant, donc, ce qui pouvait favoriser donc, l'apparition de ces maladies. Donc, un pourcentage, si on trouve un système d'assainissement égal, qui est presque inégal, avec un taux d'accès à l'assainissement qui est dans les populations, on retrouve normalement le réseau, le système d'assainissement est égal à 58% en milieu urbain et 62% en milieu rural. Quelles sont normalement les solutions à mettre en œuvre? La première, c'est la promotion de l'hygiène. La promotion de l'hygiène, c'est-à-dire il faut activer l'hygiène et la salubrité publique au milieu de la population. Voilà, la promotion de l'habitat, l'alimentation en eau potable et l'assainissement du milieu. La collaboration intersectorielle, c'est-à-dire doit être permanente, c'est-à-dire le système de santé, le système de l'habitat et l'hydraulique. La participation de collectivités locales demeure fondamentale. La lutte contre l'habitat précaire est un facteur très favorisant et l'unification de standardisation des méthodes de contrôle technique et services d'hydraulique. C'est-à-dire qu'elles soient unifiées, le traitement et le contrôle technique. Quelles sont les différentes maladies des MPH? Les MPH recouvrent donc l'aspect de maladies d'origine bactérienne, virale et parasitaire. Bactérienne, on a la fièvre typhoïde, le choléra et les gastro-entérites. Virale, c'est la poliomyélite. La poliomyélite, c'est une maladie
transmission hydrique A et E. On va les voir par la suite. Parasitaires, c'est les amibiates, les oxyuroses et bilharzioses. Les dysenteries, donc, on les trouve au milieu dans les origines bactériennes. Elle se transmet généralement par 90% par l'eau, soit que ce soit l'eau de boisson ou l'eau de rivière, ou le lait, lait contaminé, les mains sales, les légumes qui se mangent crus, salades et radis, les coquillages ramassés à proximité du point de déversement, les sources d'eau aussi, c'est un point d'infection, de contamination de l'eau, des sources d'eau, puis par exemple les puits qui sont à proximité d'un cabinet d'hygiène défectueux. C'est ça les principaux maladies de transmission hydrique. On commence par la fièvre typhoïde, comme vous le savez. Donc, vous avez fait déjà la maladie de la fièvre typhoïde. Donc, l'infectieux, elle représente actuellement 47% de l'ensemble des MPH, mais ce chiffre, donc, toujours, il est en théorie, il représente la première maladie à transmission hydrique, mais actuellement, on trouve moins de cas de fièvre typhoïde. C'est une maladie infectieuse, aiguë, spécifique à l'homme. L'agent pathogène, c'est le salmonelle majeur. Salmonella typhi, le salmonelle paratyphi A, B, C. Ce sont des entérobactéries à gram négatif. Ceux qui sont munis d'une endotoxine qui est résistante au milieu extérieur. Cliniquement, elle se manifeste par une première des choses, une symptomatologie digestive, et ensuite, c'est quoi? Et la fièvre, hein? Et la fièvre, son passage, c'est-à-dire est général, c'est-à-dire secondaire à la multiplication de la bactérie dans l'intestin et son passage dans le sang. Donc le diagnostic clinique est très bien évident. Il est évident. Le diagnostic positif repose sur l'hémoculture et la corpoculture, ainsi que le sérodiagnostic de Vidal. L'épidémiologie, c'est l'épidémiologie, si on peut dire analytique. Maintenant, le mode de transmission. Comment se fait la transmission? Elle peut être directe ou indirecte. Directe, interhumain, par les mains sales, les stades ou les souliers, ou indirect, soit par l'eau ou bien par les aliments contaminés. Suivant. C'est bon, vous suivez? Oui. Est-ce que j'arrête ou vous me suivez? Vous me suivez? Oui, docteur. Oui, docteur. Je continue. Donc, après la fièvre typhoïde, le choléra, c'est la deuxième maladie MPH. C'est une infection intestinale diarrhéique sévère due au vibrio cholérique. Ici, le choléra, on ne trouve pas de fièvre, seulement une diarrhée. L'agent pathogène, c'est le vibrio choléra O1, un bacille gram négatif. Deux agents occasionnant le choléra, c'est le vibrio choléra, vibrio classique et vibrio choléra alpha. Donc, il y a deux agents occasionnant le choléra. Le réservoir de virus, l'homme soit malade, et le porteur sain. En période interépidémique, on a l'environnement, le milieu hydrique, l'eau douce et le milieu marin. En période interépidémique. La transmission, le mode de transmission peut être direct et indirect. C'est comme toutes les maladies à transmission hydrique. Direct, interhumaine, par manipulation de produits contaminés ou de cadavres. Généralement, c'est le porteur de virus, c'est par les mains stables. Indirect, l'eau et les aliments soumis.
Donc, on peut être contaminé par l'eau contaminée ou bien un aliment souillé par le choléra d'un malade, d'un autre malade. La clinique, le tableau typique, c'est l'appui purement hydrique des selles et la déshydratation. Le diagnostic positif du choléra, c'est pas l'hémoculture. Pourquoi on note pas l'hémoculture? Parce que ce sont ces maladies qui n'est pas fébrile. On a seulement la corpoculture et la sérologie. Hépatite A et E, donc c'est fait partie des maladies de transmission hydrique. Donc c'est une hépatite. Hépatite, c'est une inflammation du foie et secondaire à l'infection d'hépatocytes par plusieurs types de virus d'hépatite A et E. Maladie généralement bénigne et aussi infantile. L'agent pathogène, l'hépatite A, c'est le P-coronavirus qui est résistant aux antiseptiques et à la chaleur. Donc, il est résistant aux antiseptiques et à la chaleur. L'hépatite E, les moins résistants dans le milieu extérieur et plus sensible aux désinfectants et au chlore. Il est plus sensible. C'est-à-dire, on peut le détruire ce virus par produit désinfectant, l'eau de javel ou bien autre, et le chlore. Donc, les virus, l'hépatite A et E sont généralement, donc, puisque ce sont des maladies à transmission hydrique, ce sont des maladies qui seront éliminées par les selles. La transmission, c'est par l'eau polluée, principale source de contamination. Généralement, c'est l'eau. La clinique, l'hépatite A, elle se manifeste par une fièvre, des signes de gastro-intestinaux, un ictère favorable. L'hépatite E, il y a le risque d'hépatite féminin. Généralement, on trouve elle est rare, mais ça existe. Le diagnostic positif, c'est la sérologie. Diagnostic positif, donc c'est un diagnostic sérologique. Et pour l'hépatite E, c'est diagnostic se fait par la corpoculture du malade. Les dysenteries. On a les dysenteries, et on a les shigelloses et les amibiases. Les shigelloses bactériennes. Donc, ce sont des entérobactériens, c'est une rectocolite aiguë fébrile des bactéries du genre Shigella. Donc, ce sont des entérobactériens à gram négatifs avec quatre sous-groupes de bacilles dysentériques A, B, C et D. La clinique, le traitement dysentérique. Donc, vous le savez, sont diarrhée, liquidien, glaireuse et sanglante. La transmission, elle peut être directe ou indirecte, comme toutes les maladies à transmission hydrique. On va passer maintenant à les amibiases. C'est une infection parasitaire. Elle fait partie, bien sûr, des dysenteries. Donc, parasitaire, colique extrêmement fréquente en Algérie. Comme vous le savez, donc, c'est dysenterie amibienne. L'agent pathogène, c'est un protozoaire fragile qu'on retrouve dans le milieu extérieur. Et se manifeste, il est caractérisé par la forme kystique, plus résistante, et qui représente l'agent de dissémination de la maladie. La transmission, comme toutes les maladies, les autres maladies, donc elle se transmet par l'eau contaminée et les aliments souillés par les kystes, éliminés dans les selles des malades et des porteurs sains. On trouve ces maladies aussi généralement chez les malades, mais on peut les retrouver aussi chez les porteurs sains, qui se manifestent par aucun signe clinique. Le mode d'expression de ces maladies, généralement, elles sont en Donc, le diagnostic positif. De quoi? Des Dysenterie.
Les dysenteries, il faut faire une coproculture. Coproculture pour l'amibiase. Pour l'amibiase. Ah bon. Pour l'amibiase. Il faut faire des coprocultures et sérologie. Coproculture et sérologie. Et coproculture, puisque on n'a pas généralement il n'y a pas une fièvre. Il n'y a pas une fièvre pour faire une hémoculture. Généralement, c'est la coproculture et la sérologie. Le mode d'expression de ces maladies, et le mode d'expression, elle se manifeste soit sous forme épidémique ou bien endémo-épidémique. C'est-à-dire, ce sont endémiques. Elle n'est pas, elle survient à une certaine période, ensuite elle disparaît. C'est-à-dire, généralement, en Algérie, ce sont des maladies qui sont sous forme, se manifestent ou bien surviennent sous forme endémique. C'est-à-dire, isolées dans le temps et isolées. C'est-à-dire, elles ne restent pas dans le temps, elles ne restent pas durant toute l'année. Elles sont endémiques pour certaines régions. La prophylaxie, on va passer maintenant à la prophylaxie. On va vous donner des mesures prophylaxiques, des mesures individuelles, ensuite mesures collectives. Pour les mesures individuelles, la première des choses, c'est il faut isoler le malade en milieu hospitalier. Le traitement, il faut les traiter. La déclaration obligatoire de ces maladies et entamer une enquête épidémiologique à domicile au lieu du travail, à rechercher l'origine de la contamination. C'est-à-dire ici, s'il y a un malade qui vient à l'hôpital, on va faire une enquête à domicile. À domicile, pour voir s'il n'y a pas d'autres malades, qui sont contaminés par la coproculture pour les différentes maladies, ou bien généralement l'hémoculture se fait pour la fièvre typhoïde, seulement pour la fièvre typhoïde. Pour les autres maladies, on fait une coproculture. Un dépistage à la recherche d'éventuels porteurs de gènes par la coproculture, c'est-à-dire pour les enquêtes épidémiologiques, généralement on fait une coproculture. La désinfection, on termine par cette enquête à faire une désinfection au cours de la maladie, c'est-à-dire au foyer du malade, ainsi qu'à l'hôpital. Hein. Les mesures collectives. Bien sûr, il faut faire une éducation sanitaire et entamer la propriété, c'est-à-dire encourager et promouvoir la propriété des mains et l'hygiène alimentaire. C'est-à-dire qu'il faut bien laver les aliments qui sont ne pas seulement manger cru. L'approvisionnement permanent des populations en eau de poisson. Il n'y aura pas de coupure d'eau. L'amélioration de l'hygiène générale des collectivités. La stérilisation de l'eau stockée à domicile par l'eau de Javel. Toujours il faut traiter l'eau de Javel qui est consommable, qu'on va consommer à domicile par l'eau de Javel. Deux gouttes de Javel dans 1 litre d'eau. Et on termine par désinfection régulière des puits domestiques ou collectifs. Il y a un schéma de traitement de désinfection des puits. Maintenant, le principal axe du programme national de lutte contre les MDH,
les actions de lutte contre les MTH ne relèvent pas du seul secteur de la santé, mais d'une coordination étroite et suivie de tous les secteurs concernés. Ce programme de lutte, après avoir le problème qui existait depuis 1987, l'État a mis en œuvre un programme national de lutte contre l'MTH depuis la date du 2 mars 1987. Les principaux axes du programme de lutte contre les MTH, premièrement, il y a des actions relevant et menées par les services de santé. Quelles sont les actions menées par les services de santé? La première des choses, c'est la surveillance épidémiologique des MTH. C'est-à-dire que toute maladie des MTH, qu'elle soit à titre privé ou à l'hôpital, doit être déclarée. Toutes les maladies qu'on a citées doivent être déclarées. Bien sûr, au service à l'hôpital, la direction de l'hôpital et à la DSP, la direction de la santé de la population, avec un contrôle systématique des points de vente des aliments et de l'eau de poisson. C'est-à-dire ici, même les magasins et là où il y a production des aliments et de l'eau de poisson doivent être soumis au contrôle régulier. Service de contrôle des techniques et service de contrôle des aliments. Maintenant, les actions menées par les communes se fait par l'entretien et la protection des ouvrages d'adduction d'eau. C'est-à-dire, il y a le réseau c'est-à-dire les sources d'eau, les nappes, les sources, ainsi que l'assainissement et le contrôle des puits. L'assainissement et le contrôle des puits. Tout ça se fait par les communes, services de communes. Le secteur de l'hydraulique va prendre en charge le contrôle des réseaux de distribution d'eau, ce qu'on reçoit de l'eau chez nous, à la maison. C'est le service de l'hydraulique, ainsi que l'assainissement, c'est-à-dire l'évacuation et le traitement des eaux usées, les réseaux des égouts. Suite. Pardon. C'est faux. Ordinaire. Attends. Donc, les principaux axes du programme, c'est tout. Arrête. Il y a la bibliographie, c'est le Bouziani. Donc, je pense que la bibliographie, c'est l'auteur, c'est le livre de Bouziani qu'on a fait, le cours. Et les actions, c'est les principaux axes du programme qu'il faut, j'insiste à vous donner pour lutter contre les MTH. C'est-à-dire, le programme national de lutte contre les MTH ne se fait pas seulement par le secteur de la santé. Il est pluridisciplinaire, multisectoriel. C'est-à-dire le secteur de la santé, le secteur de l'hydraulique, le secteur de la commune et
hydraulique de la commune et de la santé. Les principaux secteurs qui sont en charge de la mise en place du programme de lutte contre les MPH depuis 1987. Je pense qu'il n'est pas trop détaillé, mais les points essentiels que je vous ai donnés pour notre... Est-ce que vous avez compris? Ou bien il y a des questions à...